DJ qui assure dans les clubs éphémères. Dans les clubs éphémères. Planning club. Club éphémère. Club éphémère. Pourquoi vous avez créé ce collectif ? Parce que marcher en solo, c'est pas bon. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Club éphémère. Comment ça va les gars ? Ça va super. Et à toi ? ma droite, bah, ça va, merci de me poser la Eh question. ben oui, ça quand me même. va droit au cœur, merci beaucoup. Je vois qu'à chaque fois tu fais les podcasts et on te demande pas comment ça va. Donc, Je vais bien, tout va bien. Vous Alors, faites pas ça pour va. moi, la vie est belle. Il les enchaîne en plus. Ouais, je les enchaîne là, c'est presque l'usine. Mais C'est pas la bonne cause. trêve de plaisanterie. À ma droite, Rico Ventura. Comment ça va ? avec l'accent italien, ça va super. Très bien. Et à ma gauche, Denis de DB Événements. Ça va très bien aussi. Merci de nous recevoir chez toi, Denis, pour ce podcast. Ça fait super plaisir. Plaisir. Donc, le concept du podcast du Club éphémère, c'est toujours le même, c'est très simple. 3 DJ, 3 questions, on discute, on essaie d'y répondre, on donne notre avis. Et la première question est la suivante. Rico, je te pose la question. Faut-il impressionner les DJ avec des routines de malade ou parler à un public avec des transitions simples, efficaces ? Les deux, mon capitaine. Et lui, les routines, ça le fait kiffer. Non, impressionner les DJ. De toute façon, on est toujours dans une envie de montrer. Je pense que ça vient même un peu du côté hip-hop, où les rappeurs, ils étaient là toujours l'ego trip. On a un peu la même chose chez les DJ, donc je pense que oui, c'est normal. DJ Scratch, parce que les autres, un peu moins. Oui, les DJ Scratch ou même les DJ en général. Moi, j'ai entendu des interviews où les mecs, ils disaient « Ah, la routine, putain ». Enfin, pardon pour les... Mais bon, voilà. Et non, c'est important également, par le biais de ces routines, d'avoir des routines qui sont capables de faire bouger les foules. Parce que le but, c'est pas non plus de faire une démonstration d'IMC quand tu es en prestation. Après, tout dépend le cadre. D'ailleurs, ça me rappelle un dilemme de DJ que tu nous as posé il n'y a pas si longtemps. Ce à quoi je peux dire ce que j'avais dit. Oui, bien sûr. Le dilemme de DJ, c'était, tu peux me le rappeler, tu t'en rappelles, c'était... En gros, dans le dilemme, je mettais en opposition le fait de faire une soirée pour des DJ qui ne dansent pas et être applaudi à la fin de la soirée, Ouais. tu vois, en mode t'es validé sérieusement. Ou est-ce que tu préfères faire une soirée pour des gens qui ne connaissent rien au métier de DJ et qui dansent, quoi. Bien, il y a une bonne ambiance, mais par contre, tu joues que des tubes, quoi. Genre, c'est la radio, quoi. Bah, tu vois, dans une question binaire comme ça, où tu n'as qu'un choix à faire, je te répondrai la première alternative, donc se faire valider par les pairs. Mais dans une utilisation de tous les jours, je te dirais les deux. Parce que pour moi, c'est quand même plus important de faire danser les gens, effectivement, mais d'apporter au service de la musique, de la technique, histoire de montrer toujours quelque chose de créatif, toujours quelque chose de nouveau, et d'apporter un vrai show sur le dance floor. Toi, Denis, t'es plutôt de la team technique derrière les platines ou juste, non, je fais au plus simple, mon objectif, c'est pas ça. Non, je dirais pas que je vais au plus simple, mais le principal pour moi, c'est quand même de faire danser les gens et qu'ils soient réceptifs à fond, quoi. Donc, je vais, en fait, en général, quand je joue, je vais toujours amener les gens un peu là où je veux. Donc, je vais jouer au maximum des trucs qu'ils veulent entendre et je vais aller de plus en plus loin sur un style pour voir jusqu'à où je peux aller, quoi. Tu vois, Ouais, je comprends. genre, je vais jouer des trucs house, bon, mais voilà, des trucs assez connus, et puis après, je vais monter crescendo et je vais aller sur des morceaux qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter et voir si ça passe toujours, quoi. Ouais, ok, je Tu vois. comprends. Sans aller forcément sur des trucs qu'ils connaissent et voir jusqu'où tu peux aller. Et puis après, dès que ça accroche plus, s'il faut faire un enchaînement pourri pour passer sur autre chose, je vais le faire, parce qu'il faut que je garde ma piste. Ok, je capte. Voilà. Moi, c'est vrai que ce que tu as dit, Rico, je pense que c'est assez juste. En tout cas, moi, ça me parle dans le sens où moi, je viens de la culture hip-hop. C'est vraiment ce qui m'a donné envie d'être DJ à la base, tu vois, ne sachant pas trop rapper et étant C'est très vrai mauvais en graphe. Oh putain, je demande d'avoir ça, moi. Bon, voilà, c'est vrai. En off, alors. Du coup, c'est vrai que quand j'ai un peu testé toutes les disciplines, tu vois, j'ai dit, voilà, danse, trop physique pour moi. Graphe, j'avais un pote beaucoup trop chaud à ce sujet. Je te voyais bien en b-boy. Et rap, j'ai vite compris que mes lacunes en français n'allaient pas m'aider. Du coup, je me suis dit, DJ, ça peut le faire, effectivement. Et du coup, je pense qu'effectivement, comme je suis issu de cette culture-là, il y a un truc d'appartenance, il y a un truc de volonté d'être reconnu, tu vois, au sein de ses pairs, donc des autres DJ,
qui est pour moi très important. Et je pense que finalement, cette idée de club aussi, elle me plaît beaucoup parce que finalement, tu vois, il y a un truc de communauté DJ, etc. Même à l'époque où j'étais très investi pour un site internet qui s'appelait La Mercerie. Tu vois, il y a cette volonté, tu vois, d'être un peu reconnu par d'autres DJ et être dans le sérail, si j'ose dire. Donc, pour moi, j'apporte quand même une certaine importance à toujours être un peu geek et un peu technique derrière les platines. Mais après, moi, je suis pas du tout contre ça. Moi aussi, j'aime bien faire des routines que je vais arriver, que je vais me reprendre et que je vais avoir 2-3 enchaînements parfaits, que je le sais et que ça peut ambiancer. Et bien sûr, je vais les enquiller dans mes sets que je vais faire. Mais c'est toujours pareil, entre le jour où tu vas mixer dans un club et que tu sais plus ou moins ce que tu vas jouer parce que tu es sur un temps de 1 heure, 2 heures, donc tu sais ce que tu vas mettre, ou sur un set que tu vas préparer chez toi parce que tu enregistres un truc pour un podcast, pour une radio, où là, tu as tout préparé ton truc et peut-être que tu l'as refait plusieurs fois, ou le set que tu vas faire sur un mariage où, par exemple, tu vas mixer 4 heures et qu'en fait, tu départs, déjà, tu sais même pas ce que tu vas jouer, quoi. Tu vas t'adapter aux gens que tu auras en face de toi, et puis voilà. Et puis des fois... Et que tu intégreras tes quelques routines que tu as parce que tu sais qu'elles sont bien. Et après, des fois, il faut faire attention parce que ce côté très technique, ça peut aussi te couper et t'éloigner du but principal qui est, tu vois, de faire danser les gens. C'est vrai que moi, des fois, je me retrouve à regarder beaucoup les platines, à être dans mes points de cue, mes raccourcis, etc., pour pitcher, mettre à la tona, tout un tas de trucs un peu relous pour les gens. Parce qu'en fait, ils s'en foutent, clairement. Hein, ça me fait plaisir qu'à moi. Alors qu'en soi, l'objectif, ça reste totalement de faire danser et que les gens prennent du plaisir, tu vois ce que je veux dire. Et est-ce que vous pensez, du coup, qu'un DJ peut être trop technique par rapport à la foule qu'il a en face de lui et que finalement, les gens, ils s'en foutent un peu, donc du coup, ça n'a pas trop d'intérêt, tout ça? Tout dépend le cadre. Dans quel type de soirée on est. Franchement, même toutes les soirées. Si on parle de soirée club généraliste, non, c'est pas nécessaire de mettre à droite, à gauche, de surjouer avec tout ce qu'on a à notre disposition, mais en même temps, c'est à notre disposition. C'est dommage de pas en profiter. Mais du coup, quel type de soirée tu te dirais, là, faut que j'envoie du lourd? Bah, si par exemple, tu as un concours, ou si tu as... Ouais, c'est pas une soirée, frère. Non. Ouais. Non, Non, une soirée banale, je te dirais, il faut en montrer un petit peu. Enfin, après, c'est ma conception à moi, hein, mais il faut en montrer un petit peu. Que ça soit, mais il faut que ça, en fait, le but simple, c'est que ça soit toujours au service de la musique. Si tu fais quelque chose qui est technique de ouf, mais que c'est pas musical et que les gens, ils sont là, ils te regardent, comprennent pas ce que tu fais, à quoi bon? Je trouve quand même qu'on a de la chance parce qu'avec le temps, aujourd'hui, tu vois, le métier de DJ et le DJing, ça a quand même pas mal de décennies derrière lui, tu vois. Et je trouve que les gens sont de plus en plus quand même avertis sur le métier de DJ. Et aujourd'hui, quand tu peux te retrouver derrière les platines et faire des petites phases un peu techniques, j'ai l'impression que quand même les gens, même s'ils sont pas passionnés par ça, Ils percutent. Non, ils regardent quand même, ça leur plaît. Qu'il se passe un truc. Je pense que oui, ils percutent, parce que même des fois, tu vois, tu es que ce soit dans du mariage ou dans des soirées, les gens ils disent « Oh là là, la transition, elle était folle. » c'est vrai, ça, il y a tu vois, c'est quand même un peu en mode wow, super la transition et tout. C'est que les gens, quand même, ils commencent à comprendre le métier de DJ. Et que tu as des retours où les gens ils te disent ouais, franchement, les enchaînements et tout, c'était trop bien, ça s'enchaînait bien, c'était pas juste il a mis la musique 4 minutes, il a enchaîné avec l'autre, c'était mou. Puis j'ai envie de te dire, il y a quelques années en arrière, moi, il y avait personne. Quand c'était des clients que je pouvais avoir pour des mariages ou quoi, il n'y a personne qui me demandait un mix de ce que je faisais pour voir les transitions. Maintenant, je sais que s'ils te demandent un mix, c'est pour voir comment tu fais les transitions. Comment tu bosses, quoi. Ouais. Ok. Mais du coup, ça m'envoie un peu sur la deuxième question de ce podcast, qui est la place du DJ dans la culture populaire. Moi, c'est un truc, tu vois, je sais pas, alors je sors un peu de la question un peu avant de vous la poser, mais moi, tu vois, quand j'étais adolescent et que tout ça commençait à devenir vraiment une obsession pour moi, ma mère ou mon père, dès qu'il y avait un DJ à la télé, tu vois, il m'appelait, genre en mode Kevin, il y a un DJ à la télé. Genre moi, je déboulais dans les escaliers en mode genre pour voir la fraction de seconde où t'avais un mec qui posait un disque sur une platine. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu des clips comme ça. Et du coup, ça m'emmène sur ce truc de un peu la place du DJ dans la culture populaire, que ce soit dans les films, à la télé, etc. Et donc la question est la suivante. On voit souvent le DJ on voit souvent le DJ quand les lumières s'allument et que la foule chante. Mais en vrai, ce qu'on ne voit pas, ce sont les heures de recherche musicale,
les heures à s'entraîner dans sa chambre, et les essais, la préparation, la technique, la logistique, toute la partie business aussi. Le public confond souvent l'instant de fête avec un simple passe-temps. Alors que c'est un vrai métier, DJ, avec des compétences artistiques, humaines et des fois même entrepreneuriales, j'ai réussi à le dire. Bravo. Entre artistes, curateurs et prestataires, l'étiquette change selon le lieu et l'attente du public. Alors pourquoi le métier de DJ est-il encore perçu comme un hobby? Et pourquoi, quand je discute avec des gens qui ne me connaissent pas et que je leur dis que je suis DJ, ils me disent « C'est ton métier ?» C'est insupportable. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer le regard? Est-ce que vous, c'est le genre de regard que vous avez déjà perçu quand vous dites que vous êtes DJ? Est-ce qu'on vous dit « Ah, c'est cool comme passion, mais c'est quoi ton vrai métier ?» Toi, Denis, par exemple? Ah bah oui, ça, après c'est quelque chose qui peut arriver plus ou moins tous les jours. Bien que maintenant, je pense que c'est quand même perçu comme un métier à part entière, mais c'est toujours pareil. On est sur une partie artistique et forcément, il y a tous les prix aussi. Et c'est ça qui fait aussi que des fois, les gens ils se disent « Ouais, ben ça va, et toi tu te vends 2000 ou 3000, l'autre il arrive, il se vend 150, 300 euros. Pourtant, sur le papier, il y a écrit la même chose, quoi. Sauf que la prestation, voilà, c'est pas la même pour revenir sur les enchaînements, pour la connaissance musicale, pour plein de choses qui font que voilà, ton expérience, c'est pareil, c'est des heures de travail, des heures de recherche, des playlists, la faculté à s'adapter à n'importe quelle situation, pouvoir faire danser des gens de 20 ans comme de 60. Et voilà, c'est ça pour moi la grosse partie de notre travail. Et après, en termes d'horaire, effectivement, les gens ils se disent « Ça va, tu viens, tu prends 3000 € pour mixer 4 heures. C'est bon, moi aussi je vais faire DJ. » Oui, sauf que tu as oublié avant ça qu'il y avait déjà tout l'investissement du matériel. Et même hormis ça, il y a toute la partie en amont qui est recherche des musiques et tout, la préparation. Alors, si on va prendre simplement un mariage, voilà, parce qu'on parle de ça, sur un mariage, en moyenne, on travaille au moins 20 heures, mine de rien, entre le chargement du camion, le transport, l'installation, le temps passé sur le lieu, la prestation. Après la prestation, on range tout, on revient au local, on décharge tout. Et sans compter, avant qu'on a fait 2-3 rendez-vous avec les mariés en visio ou par téléphone, la recherche musicale, c'est 30-40 heures de travail, quoi. Ah ouais, carrément. Rico? Vous voyez, tout ce qu'il vient de dire Denis, c'est pour ça qu'on a besoin d'un vrai cadre juridique pour les DJ. Parce que pourquoi on n'est pas ancré dans la culture populaire comme un vrai métier? Parce qu'on n'a pas de cadre juridique qui dit qu'est-ce qu'est un DJ. Déjà, quand tu es un DJ artiste, tu sais pas si tu dois te mettre en entreprise, tu sais pas si tu dois... Bon, c'est un autre sujet, hein, désolé, je divague un peu, mais c'est la vérité. Déjà, quand tu es un DJ, que tu fais juste DJ, tu sais pas si tu dois te mettre en intermittent du spectacle, tu sais pas si tu dois être auto-entrepreneur, si tu dois faire ta propre entreprise, alors que c'est un vrai métier. Denis vient de décrire toutes les étapes d'un DJ d'événementiel. Ça, c'est beaucoup de travail. Et pourtant, Denis, toi, de façon, ton entreprise et tout, ton entreprise, c'est une entreprise d'événementiel. Ah oui, totalement. C'est pas une entreprise de DJ. Non. Après, au final, la partie DJ, c'est qu'une petite partie de notre travail, de mon travail. Mais bien sûr, quand les clients ils me contactent à la base, très souvent, c'est pour du DJ. Mais après, je leur vends d'autres choses. Voilà. Premier, maintenant, les clients qui me prennent, ils comprennent qu'il y a plein de choses derrière. Mais c'est sûr que quand, tout à l'heure on en parlait, par exemple, quelqu'un qui va nous contacter pour un anniversaire qui va tomber sur une pleine saison, un samedi, oui, ça va être du tarif du mariage parce que moi, en fait, je bloque une date et que je dois faire un chiffre d'affaires à la fin du mois et que si je bloque une date, c'est ce tarif-là, c'est le minimum, quoi. Moi, je pense que voilà, il y a vraiment un problème de caractérisation, ça se dit? Nous, on va l'accepter. On va l'accepter. Catégoriser peut-être. Ouais, enfin, bon, t'as compris ce que je veux dire, que un DJ n'a pas vraiment sa place dans le sens du métier.
Quand on dit DJ, effectivement, on pense de suite à une passion, on pense pas à un métier. Ouais. Et je pense que c'est mal perçu parce qu'il n'y a pas de cadre juridique qui encadre le métier de DJ. Ouais, je pense que le métier DJ, tout comme le métier de musicien, même si peut-être que c'est un peu plus accepté dans les mœurs, quand tu dis que t'es DJ, ça fait vraiment genre, j'aime bien les puzzles, quoi. Il y a un côté un peu, tu vois, genre, c'est ce que tu fais le dimanche, tu vois. Alors, est-ce que ça vient du fait que il y a un côté très accessible aujourd'hui? Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'aujourd'hui, c'est devenu, entre guillemets, facile de mixer. C'est vrai. T'arrives, t'achètes ton contrôleur à 200 balles, tu mets ton synchro, tu as les tonalités qui sont affichées, tu as les BPM qui sont affichés, tu as tout. Quand j'ai commencé à mixer, j'avais une table BST avec 2 Technics et voilà, il fallait enchaîner les temps, il fallait compter, et tu faisais ton rythme tout seul dans ta tête. Et t'enchaînais, tu réglais avec ton pitch. Et voilà, et ça te prenait 30 secondes bien pour le faire. Et tu le faisais au casque, et après tu l'envoyais et tu le récupérais sur ton plateau. Aujourd'hui, c'est tout affiché sur ton écran. T'appuies, cue, tac, et voilà. Je veux dire, même si au pire tu fais pas le synchro, t'as quand Et en même même toutes temps, les infos. j'ai envie de penser peut-être que cette démocratisation, tu vois, avec les contrôleurs et cette démocratisation de l'accès au DJing va permettre finalement aux vrais professionnels du métier d'être plus reconnus comme tels. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et de de dire permettre que- de faire une différence entre ceux qui mixent dans leur chambre et non, moi j'ai envie, tu vois ce que je veux dire? Non? Ouais, mais le problème, c'est à quel moment tu dis que le DJ qui prend 150 € à un mariage et le DJ qui prend à 3000 € à un mariage, lequel est le professionnel? Lequel ne l'est pas, tu vois? Parce que dans tous les cas, vu que les deux mixent au même endroit, est-ce qu'on dit que les deux sont professionnels ou pas? Ouais, enfin, après. Non, mais clairement, j'ai marqué le trait, mais Bah écoute, je ne sais pas, j'ai pas réponse à la question. Peut-être que ça mériterait qu'on approfondisse le sujet dans un prochain podcast. En tout cas, laissez des commentaires, évidemment. On en a besoin aussi de votre retour à vous qui écoutez, alors sur Instagram, sur YouTube et compagnie. Mais en attendant, on va passer à la 3e question de ce podcast. La 3e question est la suivante. Donc là, on rentre vraiment sur un truc un peu spé, un sujet un peu spé DJ, ce qui est de mixer à la tonalité, les frérots. C'est pas nouveau, c'est clairement pas nouveau. non, pas du tout. Pas dire que genre c'est genre un nouveau délire technique. Waouh, on apprend. Qu'est-ce que c'est que la tonalité? Non, à vrai dire, mixer en tonalité, c'est un truc dont on parle beaucoup entre nous. Surtout toi et moi, Rico, on est très friands. On va pouvoir en discuter. Déjà, petite question, est-ce qu'on ne devrait pas dire ce que c'est la tonalité pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est la tonalité? En gros, il y a des notes de musique Des gammes? qui vont avec d'autres notes de musique. Et l'idée, c'est que si un morceau représente une note de musique, c'est d'enchaîner un morceau après qui va bien avec cette note de musique. Et il y a 2 types de DJ. Ceux qui ne jurent que par un mix propre à la tonalité et ceux qui se disent que personne ne remarque ça de toute façon. Ils sont tous bourrés. Ça ne change Ils rien. capteront pas. Du moment qu'ils dansent et que l'énergie passe, tout va bien. Aujourd'hui, avec le logiciel qui détecte automatiquement la tonalité mixée à la clé, comme on dit, est devenu super accessible. Vraiment, c'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de solfège pour faire ça. Pour autant, est-ce que ça rend vraiment un set meilleur de mixer à la tonalité ou est-ce qu'on perd un peu la spontanéité, c'est comme ça qu'on dit, et le feeling en cherchant la note parfaite et le côté très technique finalement de ce mix-là? Alors les gars, tout ce que je voulais savoir finalement, c'est est-ce que vous mixez à la tonalité et quel est le rapport que vous faites à cette petite tag qu'il y a dans vos fichiers MP3? Rico, pour commencer. Oui. Oui, c'est bien. Oui, non, moi c'est. Mais tu le sais, tu l'as dit, hein, pour moi c'est primordial. Après, pour ceux qui connaissent, il y en a beaucoup qui se cantonnent au simple +1 et -1 de la tonalité que tu es en train de jouer. Oui, parce que alors du coup pour les DJ qui nous regardent, la base, par exemple, si tu as un morceau en 2A, qui est le code de tonalité de la roue Camelot, du coup tu peux le mixer avec un 3A ou un 1A ou un 2B. Voilà, c'est le principe de base de mixer en tonalité. Ça marche comme ça. Rico, continue. Du coup, je t'écoutais, j'étais perdu dans ce que tu disais. Oui, donc il y a beaucoup de DJ qui se cantonnent à jouer le +1, -1 de la tonalité qu'on est en train de jouer, mais en vérité, il n'y a pas que ça.
Et je trouve que effectivement dire je mixe à la clé de tonalité, c'est compliqué parce que des fois on est vite à court. On dit ah mais je trouve pas de musique qui va dans la tonalité de ce que je suis en train de jouer. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je Oui, passe? puis tu as l'impression aussi de t'enfermer des fois quand Oui, tu voilà, joues, oui, bien sûr. Mais en vérité, non, parce que il y a des clés, sans mauvais jeu de mots, qui fait que tu peux détourner ce +1, -1. Oui, effectivement. Alors, tu as le +1, le -1 qui est très courant. Un qui fonctionne bien aussi, du coup, c'est le +3. Qui correspond à la tierce de la gamme que tu es en train de jouer. Là, tu rentres dans des trucs. Moi qui adore mixer la tonalité. Du coup, mixer la tonalité, moi, c'est un truc que je fais vraiment. Ça m'a un petit peu matrixé pendant de nombreuses années, notamment dans les prestations où je devais mixer que 2 heures. Tu vois, où j'avais vraiment des prestations très chronométrées. Et mixer la tonalité, c'était pour moi vraiment un truc un petit peu en plus, rajouter un petit truc plus musical dans l'approche du métier de DJ qui m'intéressait beaucoup. Et je me suis beaucoup focus là-dessus, peut-être à outrance, à un point où vraiment je m'interdisais, tu vois, de mixer des chansons qui ne sonnaient pas juste l'une avec l'autre. Après réflexion, j'ai vu que déjà les logiciels qui scannent les tonalités sont pas parfaits. Parce que des fois, Notamment sur ton température, qui est en 6A. Alors pour moi c'est du 3, c'est du 6A, pour toi c'est du 3A, peu importe, mais voilà, donc déjà il y a le logiciel qui scanne la tonalité qui peut faire défaut, donc tu te retrouves à penser que c'est à telle tonalité alors que ça ne l'est pas, mais bon après tu as des oreilles, à toi de juger finalement. Aujourd'hui j'essaye un petit peu plus de me décrocher de ça, même si j'ai pris des mauvaises habitudes personnellement à vouloir absolument mixer à la tonalité, plus vraiment par challenge personnel plutôt que par intéressement de la piste de danse, parce que clairement les gens, je pense pas qu'ils font la différence. Toi Denis, mixer la tonalité, c'est un truc que tu fais attention ou tu t'en fous complètement? Alors, moi j'essaye quand même d'avoir les morceaux qui sont au plus proche de la tonalité et qui vont bien ensemble. Maintenant, voilà, le principal, ça reste quand même la piste. Et si j'ai envie d'envoyer un morceau derrière, parce que je pense que c'est ce morceau-là qui va me rattraper ma piste, ben, je vais l'envoyer, même si il va avoir un gros écart de tonalité. Après, il faut essayer si la tonalité est différente, il ne faut pas que le BPM il soit aussi à des lustres, tu vois. S'il y a les deux qui sont très écartés, bon, ben après, ouais, tu vas faire un cut ou quoi, ça va pas être fou, mais bon, après, si tu récupères ta piste, voilà. Mais c'est vrai que quand je vais faire des soirées, non, je vais le regarder, mais je vais pas être focus sur ça. Par contre, demain, ouais, je vais faire une routine, un petit mix de 2 minutes. Là, oui, je vais regarder la tonalité, ou je vais faire un mix pour une radio ou quoi que ce soit. Pareil, je vais prendre 20-25 morceaux à la même tonalité, enfin, ou du moins qui vont monter crescendo, redescendre. Et que je vais faire un truc hyper carré, il n'y aura aucune fausse note dessus, ni sur l'enchaînement ou quoi. Et en plus, aujourd'hui, on a plein d'aide entre les logiciels de mix, plus après, derrière, encore reprendre ton truc sur Ableton ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça peut être un peu trompeur, d'ailleurs, quand des clients ils te disent « Vous avez des mix et tout ?» Alors, tu vas dire oui ou non. Mais en fait, tu peux envoyer quelque chose d'hyper carré, hyper parfait, et qui, au final, après, dans la soirée, le DJ il peut être à des lustres de ce qu'il t'envoie. Donc voilà, c'est un peu triché entre guillemets, mais bon, après... En plus de ça met un vrai billet, ça peut être une vraie contrainte. Un billet ou un billet? Une contrainte. Ça peut être une vraie contrainte. Moi, si tu mets un billet, je le prends. De t'interdire d'enchaîner cette track-là avec cette track-là parce que, soi-disant, elle n'est pas à la tona. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a une vérité absolue, et personne ne peut dire le contraire, c'est l'oreille. Tant que ça sonne, ça sonne. Oui, après... Tu peux dire, je vais jouer ce morceau qui sonne à telle tonalité, et ce morceau qui n'a rien à voir, qui n'est même pas dans la gamme, je ne te parle même pas d'un truc qui est dans la tierce, à la quinte, et à la 7e ou à la 9e, mais tu peux dire, les deux morceaux, ils ont un truc similaire, je sais pas, ça peut être une percu, ça peut être un FX, quelque chose qui donne un lien entre les deux. Et malgré qu'elles ne soient pas du tout dans la même tonalité, tu vas les enchaîner, ça va glisser. Donc, à partir du moment, moi je dis mixer la tonalité, bien sûr, pour moi c'est primordial parce que c'est respecter les harmonies. Mais après, tant que ça sonne à l'oreille,
ça sonne. Oui, parce qu'au-delà de mixer à la tonalité, parce qu'on parle de mix à la tonalité parce qu'on imagine vraiment des chansons qui se superposent et qui ont besoin d'une certaine harmonie musicale pour être mixées. Mais il y a tout un tas d'autres types d'enchaînements, je ne vais pas vous les apprendre, mais si ce n'est que le cut, tu vois, Oui. où là, la tonalité, on s'en fout un peu, parce Ouais, que c'est ça. tu cut ton track, ou aujourd'hui avec les stems notamment, tu vois, tu peux aussi isoler des éléments harmoniques de la chanson, donc par exemple la ligne de basse, Voix. ou la voix, et garder que les drums, et du coup faire des mix qui sont sur le papier pas tonal, mais arrangeants. Moi, il y a un truc que j'utilise de plus en plus, c'est aussi de pouvoir pitcher, tu vois, le son, Tout à fait. et par exemple le monter Ouais, ou le en baisser. note, Bien, ouais. tu vois. Alors, c'est vrai que c'est des fois un peu chelou de faire ça, il faut bien l'amener et tout, mais tu peux très, très rapidement quand même mettre une acapella à la bonne tonalité et te démerder ensuite pour revenir sur la tonalité originale du morceau. En tout cas, tout ça, j'estime que c'est quand même des outils, tu vois, pour essayer de créer musicalement un truc Nouveau. actuel. Tu vois, c'est vrai que j'en discutais dans la voiture tout à l'heure avec un des membres du club. Ça m'arrive encore de sortir, malgré mon vieil âge. Vieillage. Grandissant. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal quand même à écouter des DJ sets qui se reposent uniquement sur les EQ, tu vois. Je trouve qu'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a... Avec les stems. Rien que les stems. Ouais, mais après, les stems, tu les as si tu joues avec un ordi. Si tu joues pas avec l'ordi, tu les as Oui, pas. bien sûr, Ou alors mais- tu fais tes tracks avant, c'est Mais toujours moi, pareil. d'ailleurs, c'est un sujet, ça. Figure-toi qu'il y a Denon qui prennent le parti pris d'analyser les stems du track en amont, et ensuite, sur la platine, tu peux enclencher les stems parce qu'en fait, il a genre 3 fichiers ou 4 fichiers audio par Ah ouais, chanson. d'accord. Tu vois ce que Ok, je veux je dire? savais pas. Donc, même sans ordinateur, ça paraît possible. Mais attention, c'est vraiment très niche. Denon, etc. Mais après, tu peux le faire. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des edits, de se préparer des edits et à tout. Des Mais dire, si acapella out, tu, des acapella. et après, voilà, tu sais plus ou moins ce que tu joues. Et en fait, si tu pourrais pousser le truc, c'est dire, ben, je vais mettre, je sais pas moi, par exemple, tu mets les galas, tu pourrais avoir ton morceau normal et derrière mettre que ton truc. Et après, tu pourrais passer d'un à l'autre. Mais ce serait quand même pas la même chose que de passer, d'actionner ton stem quand tu l'as. Parce que Moi, je pense que là, c'est instantané, alors que là, tu vas choisir le truc et enfin, ce sera pas la même chose quand même. Il faut dire ce qui est, les stems, ça a révolutionné, enfin pour ceux qui ont l'occasion Qui de l'utilisent. l'utiliser, bien sûr, parce que c'est vrai que tu as raison, Denis, dans le sens que à partir du moment où c'était sur une clé USB, ben, Aujourd'hui, c'est malheureux, mais si tu mixes sur une régie CDJ 3000X plus une DJM A9, combien ça coûte tout ça, Denis? Ben, les 2 platines plus la table, on va être à 8 000 €. Ouais. Et que tu mets une clé USB dans tout ça, Ben, tu n'as pas les stems. C'est ça. Après, ça me semble, tu vois, après, c'est vrai que ça me semble compliqué à mettre en place sur un fichier qui est sur un support externe. Parce que bon, je pense que ça demande quand même une analyse. Ben, c'est l'ordinateur qui fait le job. Oui, voilà, ça demande une analyse poussée. Donc, que tu aies un morceau sur un ordinateur qui est capable de calculer tout ça, oui, mais c'est vrai que sur une clé USB, bon, en plus, selon le débit de ta clé USB, si c'est une clé USB que tu as achetée. On y Ouais, arrivera. après, ça va y arriver, mais pour l'instant. Je pense ça, que c'est pas le Alpha Theta n'est pas très loin de le faire. Bon, c'est un autre sujet de conversation, évidemment. Pour en revenir sur le mix tonalité, à utiliser, peut-être pour aussi un petit peu step up, améliorer son set, mix, ouais. tu vois, parce que ça déclenche forcément d'autres choses comme des bootlegs, des mashups en live, etc. Après, est-ce que mixer en tona est pas approprié dans un style plutôt que dans d'autres? Alors, il y a un des membres du club qui dit que, par exemple, quand il mixe hip-hop, il fait pas du tout attention à ça, mais Ouais. quand il mixe électro Ah, c'est vrai. house, Moi, c'est il fait pareil. beaucoup plus attention à ça. Alors, moi, quand je mixe hip-hop, Tu pas fais du pas tout. attention. Non, pas du tout. Parce que il y a beaucoup de scratch, de cut, tout, donc non. Entendre. Mais à part que je dis, quand je vais faire une routine où je vais mettre, je sais pas, 5-10 morceaux vite enchaînés et tout, là, oui, bien sûr que je vais prendre mes tonalités et je vais amener le morceau, enfin, le truc où je veux. Et là, je vais le faire à la tonalité. Après, demain, tu es en train de mixer, tu vas essayer de les amener au maximum à plus ou moins la même tonalité. Mais si à un moment tu dois partir, je te dis n'importe quoi, je suis en 4A, je dois partir en 9A, je partirai, Ouais. quoi. C'est bon. Non, mais voilà, il y a pas de... je vais pas me prendre la tête là-dessus. Ok les gars, bah écoutez, merci d'avoir répondu à ces 3 petites questions. C'est toujours intéressant d'échanger avec d'autres DJ parce que on fait le même métier, mais finalement on n'a pas la chance, l'opportunité de se voir travailler souvent.
Donc c'est pour ça que On c'est travaille important. tous les mêmes jours. On travaille On travaille tous les mêmes jours. Hein. évidemment les mêmes jours. On a les mêmes jours et les mêmes horaires de travail. Donc c'est pour ça qu'on a créé le club aussi, pour créer une zone d'entente entre DJ. Le club éphémère. Et effectivement, Denis, toi, pour te retrouver sur les réseaux, pour suivre ton travail, ton actualité, Ouais. etc. Surtout si on a besoin d'un Instagram. bon partenaire. Instagram, DB événements, mon site internet, dbévénements.fr. Magnifique. Voilà. Rico. Toujours Rico_Ventura_. Voilà, pour le reste des aventures, vous pouvez suivre le club éphémère sur Instagram. Et vous pouvez suivre aussi encore un Kevin. Oui, LH4L, vous suivez Atelier Vinyle. Il en a tellement, on les compte. Ah, il a trop de posts. Abonnez-vous, suivez, commentez, mettez un pouce bleu, les trucs de youtubeurs. Là, j'ai pas encore vraiment l'habitude, mais vous savez ce qu'il faut faire pour nous soutenir et qu'on continue cette aventure sur Internet. J'aurais pas dit mieux. Voilà. À plus. À bientôt. Ciao.